Tasmir Ousmane Traoré, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Naidatech. Alors Ousmane, tu es le fondateur et CEO de Logidoo, une marketplace de prestations logistiques qui a pour ambition de connecter tous les acteurs de la chaîne logistique africaine par voie de la technologie. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui avec moi dans Naidatech pour parler de ta startup. Ousmane, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter l'activité de Logid. D'accord. Merci déjà pour l'invitation. Moi, je m'appelle Tamsir Traoré, euh, jeune Sénégalais ayant étudié au Maroc et qui, depuis ses 20 ans, on va dire, est entre le Maroc et le Sénégal. Alors, Logido est une plateforme de transport euh, qui aujourd'hui a pour ambition déjà de connecter les marchés africains à travers une logistique intelligente. On a, à travers nos cursus et parcours, rencontré cette problématique qu'avaient en tout cas les acteurs marocains et africains de manière générale, à constamment envoyer des colis à travers nos pays, à de manière générale gérer les flux de commerce sur ce continent en tout cas qu'est l'Afrique. Et c'est pour ce but que, en tout cas, c'est pour ça que le Judo a vu le jour. Et c'était vraiment pour apporter une solution à tous ces commerces, e-commerçants et entreprises en tout cas qui désirent envoyer de la marchandise en Afrique. La structure a été lancée en 2010, en 2019, en mai 2019. Euh, voilà, donc elle a aujourd'hui moins de 2 ans d'existence. D'accord. Du coup, comment ça marche Logidoo? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les interactions entre les différents acteurs de la logistique sur la plateforme? Donc, je rappelle, c'est une marketplace qui met en relation des fournisseurs et des prestataires de la logistique. Comment ça se présente dans l'application? Comment ça marche? Alors, en tout cas, nous aimons nous définir en 3 points. Le premier, c'est que nous sommes un comparateur. Nous permettons aux demandeurs, en tout cas, de pouvoir comparer les offres accessibles sur le marché euh, parce que justement, nous agrégeons les acteurs de transport qui œuvrent sur les corridors où nous exécutons. Deuxièmement, nous sommes un organisateur de transport, c'est-à-dire que sur les zones en tout cas où il n'y a pas vraisemblablement d'acteurs qui agissent, nous connectons les acteurs à travers une chaîne de valeur qui permet d'avoir un service en door-to-door. Et troisièmement, nous sommes un système d'information, c'est-à-dire que nous permettons aux gens d'optimiser sur leurs coûts et d'avoir un système général qui leur permet de gérer 100% de leur expédition, que ce soit du national ou de l'international. D'accord. Donc, concrètement, si j'ai une expédition à envoyer du Maroc au Sénégal, j'utilise la plateforme, je choisis le prestataire qui a présenté la meilleure offre et en fait, Logidoo s'occupe de toute la chaîne logistique finalement. Tout à fait. De Depuis l'envoi de mon hangar où je vais envoyer mes marchandises jusqu'à le client final en passant par la douane et toute la paperasse qui s'ensuit. C'est ça, hein? exactement tout ce que le client a à faire, c'est de cliquer sur le bouton choisir l'offre. Et à partir de ce moment-là, depuis l'enlèvement, de la préparation de la douane export jusqu'à l'expédition, le dédouanement et la livraison, nous prenons en charge. D'accord. Toujours avec une transparence qui lui permet, à travers son espace client, de suivre l'expédition et de télécharger tout ce qui est lié à ce documentaire. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner justement quelques métriques par rapport à l'activité de Logido aujourd'hui? Combien de corridors vous avez créés? Combien de prestataires sont dans la plateforme? Peut-être quelques indications sur le volume d'affaires? D'accord, bon. Aujourd'hui, faut comprendre que le judo, effectivement, existe depuis 2019. On a lancé la version bêta en août 2019. Et entre août 2019 à maintenant, aujourd'hui, on a quand même assez de données intéressantes qui permettent de mieux cerner en tout cas le chemin qu'on a parcouru depuis son début. Alors, le judo aujourd'hui, de 2019 à 2020, on est passé de 18 à 33 sociétés utilisateurs.
Nous sommes aujourd'hui sur des moyennes de 1500 opérations par mois. En termes de partenaires, aujourd'hui, nous agrégeons pas mal de 38 partenaires rien qu'au Maroc. Et sur une présence aujourd'hui, nous sommes présents sur 6 pays et desservons 42 destinations. 42 destinations. À Et, travers... et tu m'as dit combien de prestataires? On a 38 prestataires à date sur Logido Maroc. D'accord. La plupart sont des prestataires marocains. Tout à fait. D'accord. Et justement, pourquoi vous avez choisi le Maroc? On sait que le Maroc veut se positionner comme un hub logistique. Pourquoi ce choix du Maroc, justement? Bah parce qu'on avait des challenges de départ hein, qui étaient déjà de connecter les marchés africains. Aujourd'hui, au moins 60 à 70% des intrants, en tout cas, qui sont importés par la zone subsaharienne sont des produits qui existent au Maroc et sont des produits justement qui sont produits et où aujourd'hui, en termes d'échanges, on peut facilement rester sur des échanges intra-africains. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, il existe des hubs naturels que sont le Maroc, que sont le Sénégal, que sont Abidjan, que sont le Ghana ou peuvent être Johannesburg. Et il est important pour nous de nous positionner sur ces corridors-là. Donc, le Maroc, à travers le port de Tanger Med, à travers le futur port de Dakhla, à travers la présence de la RAM, aujourd'hui est un pays quand même qui a du sens et aujourd'hui où l'Afrique, en tout cas de manière générale, gagnerait à connecter ce voisin africain de telle sorte à pouvoir, ça c'est de l'échange win-win. Hein. Aujourd'hui, en termes d'intrants, le Maroc se fournit dans certains pays européens ou asiatiques des intrants qui existent en Afrique. Mais justement, les coûts logistiques font que le Maroc peine ou se décourage facilement à sourcer de ces pays-là. Et de l'autre côté aussi, aujourd'hui, sur plein d'industries de transformation, le Maroc est à la pointe et aujourd'hui, avoir le label Afrique d'abord est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a d'abord commencé sur le corridor Maroc-Sénégal, sachant que le Sénégal, c'est avant tout pour pouvoir desservir toute l'interland. Mais à terme, ce serait de pouvoir toucher d'autres corridors comme la zone anglophone ou beaucoup plus percer sur la zone MENA en touchant l'Égypte ou la Tunisie. D'accord, très bien. Super. Et du coup, par rapport, donc vous êtes une marketplace, donc vous travaillez avec les transporteurs et les clients. Comment vous voyez la concurrence sur ce, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce domaine-là de la logistique. Est-ce que vous avez de la concurrence justement sur ce domaine-là au niveau du Maroc et au niveau en Afrique? Alors, moi, vous savez, je dis toujours, on a beaucoup de concurrents, mais sur les mauvaises autoroutes. Aujourd'hui, si on parle de concurrence sur la partie Afrique, il n'y a pas vraiment de concurrent parce que toujours aujourd'hui, les gens s'accentuent ou être focus sur l'axe Europe, l'axe Chine, alors qu'il y a vraisemblablement un besoin qui est patent, qui est là et qui aujourd'hui gagnerait à être assouvi. Donc, nous, sur ce point-là, aujourd'hui, on est beaucoup plus un enabler, à dire qu'on travaille beaucoup plus à voir comment fédérer justement tous ces acteurs. Si je prends l'exemple des transporteurs camions, il y a 6 mois, au début de la crise, les gens avaient beaucoup de mal, en tout cas, on avait beaucoup de mal à faire comprendre à des transporteurs marocains qu'il leur fallait être sur la zone Sénégal, enfin, Casa allant vers l'Afrique. Avec la fermeture des frontières en Europe, avec tout ce qui s'est passé, bah, maintenant, ils sont beaucoup plus enclins à essayer de voir certains marchés parce que justement, la demande se fait de plus en plus rare et il faut vraisemblablement permettre en tout cas aux entreprises de transport de travailler. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une concurrence qu'il y a. C'est beaucoup plus essayer de faire, en tout cas, prendre conscience des gens de l'importance d'aussi massifier les corridors africains et d'apporter des solutions aux problématiques réelles qui existent. D'accord. Et justement, tu as évoqué un point très important.
où vous aviez une difficulté avant à convaincre les transporteurs pour être sur ce corridor justement Casablanca-Sénégal. Pourquoi il y avait cette réticence en fait? Est-ce que c'est pas le besoin ou la partie commerce en fait qui drive ce besoin en logistique? Est-ce que tu peux Non, mais nous éclairer un peu? Ouais. vous avez d'abord la complexité. Bon, il y a plusieurs points qui rentrent en jeu, hein. C'est d'abord la complexité, pas la complexité du transport, parce que bon, une route, c'est une route, hein. Il faut juste du carburant et un bon camion, mais c'est beaucoup plus la complexité des démarches administratives. La peur de l'inconnu. Il y a énormément de transporteurs marocains qui ne vont pas en Afrique simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Ok. Donc, c'est ces préjugés qui font qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule poignée d'acteurs qui vraisemblablement vont en Afrique ou des fois même ne vont pas carrément, ils font que sous-traiter via des informels et vendent la prestation au nom de l'enseigne. Mais sans plus, hein, aujourd'hui, les coûts kilométriques, c'est vrai, sont beaucoup plus importants sur la partie Afrique. Mais aujourd'hui, le Maroc gagnerait justement à développer ce corridor parce que si on prend l'exemple du textile où elle est en étroite concurrence avec les produits chinois ou les produits turcs, bah, le seul atout finalement que le Maroc a, c'est sa proximité. Donc, si cette proximité, on n'arrive pas à jouer avec et à avoir des coûts logistiques qui soient fluides, on n'arrive vraiment pas en tout cas, positionner le Maroc tel qu'il devrait être vis-à-vis de ses voisins africains. Donc le Maroc doit profiter de sa position géographique justement et ses infrastructures pour se développer de plus en plus sur ce créneau. Bah, aujourd'hui, avec la zone de libre-échange économique, avec tout ce qui est en train de se faire, j'ai envie de dire, c'est s'il n'en profite pas maintenant, quand est-ce qu'il saura vraiment en profiter? Tout est là, vraiment, les Les conditions infrastructures sont de réunies pour toi. toutes les conditions sont là, les banques sont là, la sécurité, les accords, tout ce qui est le cadre législatif, en tout cas réglementaire, est là. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui s'oppose à un développement en tout cas des produits marocains dans la zone UEMOA. Très bien, c'est clair. Moi, j'avais une question sur votre business model. Comment Logido aujourd'hui gagne de l'argent? C'est quoi le business model sur la marketplace? Alors, le judo aujourd'hui gagne de l'argent de par ses prestataires. C'est-à-dire que nous avons une commission de success fees que nous prenons sur toutes les prestations qui sont faites sur la prestation. Euh, et nous gagnons aussi de l'argent de par l'abonnement des entreprises qui souscrivent à la plateforme et qui leur permet d'avoir en tout cas un ensemble de services gratuitement directement à travers la plateforme. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du business. Après, nous avons des services à valeur ajoutée que nous mettons à la disposition de nos clients, comme de l'emballage, comme de l'entreposage, comme tout ce qui est co-packing et distribution sur les territoires. Donc là, c'est beaucoup plus mettre en confiance les entreprises marocaines, en tout cas, qui travaillent avec nous, et leur permettre de vraiment avoir cet outil qui n'est pas juste un transporteur, mais un outil qui permet de distribuer en Afrique, qui permet de distribuer dans d'autres territoires qu'ils ne maîtrisent peut-être pas. D'accord, très bien. Euh, euh, je voudrais parler de la partie client. Donc, vous, vos clients, c'est les transporteurs, en Mhm. vérité. Euh, alors, un transporteur marocain, est-ce qu'il va travailler avec Logido sur une partie sur une petite partie de son activité ou il peut travailler ou gérer toute son activité sur la plateforme? Quel est l'usage aujourd'hui? On lui donne vraiment le choix, hein. On lui donne vraiment le choix. On en a certains aujourd'hui qui utilisent la plateforme simplement pour gérer les relations contractuelles entre les opérations de Logido et les clients de Logido. Comme aujourd'hui, on a d'autres clients qui veulent pas avoir de comptabilité, qui utilisent carrément la plateforme comme étant un système de suivi, de gestion et de sa flotte et de son activité. Mais aujourd'hui, on leur donne vraiment l'occasion de choisir et de vraiment être le plus, en tout cas, le plus, comment on dit, à l'aise par rapport à l'activité et voilà. Et donc, tu parlais des clients qui utilisent la plateforme
pour la partie paiement. Oui, Donc en fait, le paiement, tout se fait sur la plateforme du coup. exactement. Bon, on a des clients aujourd'hui qui veulent assurer une certaine efficacité de leur Transaction. recouvrement, ouais, de leur recouvrement dans d'autres territoires. Donc, à ce moment, on se positionne comme principal tiers garant. Et aujourd'hui, c'est des livraisons qui se font en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, en compte de remboursement, Donc, c'est-à-dire que donc concrètement le client paye Logido et c'est Logido qui réverse une partie ou une grosse partie du paiement au transporteur en exactement. prenant des fees pour les prestations que vous, euh, que vous faites pour les C'est prestataires. exactement ça. Oui, c'est exactement D'accord. ça. D'accord. Et est-ce que justement, parce qu'on sait que, en tout cas, on sait qu'au Maroc, mais je pense que dans d'autres pays africains aussi, on a la problématique des paiements, des retards des paiements et des paiements de manière générale. Est-ce que c'est un enjeu important pour la marketplace? Parce que c'est un petit peu risqué parce que vous positionnez au milieu. Comment vous gérez cette partie-là? Comment vous essayez de minimiser les risques? Est-ce que vous prenez des assurances ou des choses comme ça? Bon, au-delà de toute la partie qui se fait le commun, c'est-à-dire l'assurance, tout ce qui est confirmation des commandes avant envoi, toute cette partie-là, bon, au-delà de ça, c'est vraiment des enjeux qui sont là et qui sont vraiment je dirais, prépondérants. Donc aujourd'hui, les clients, comme je disais tout à l'heure, nous utilisent beaucoup plus pour cette partie tiers garant parce que justement, on leur permet d'assurer ce recouvrement qui est fait en temps et en heure selon les conditions requises. Mais aujourd'hui, ça fait partie vraiment de nos plus grandes forces, c'est la partie gestion de ce flux financier qui avant était quand même problématique pour nos clients. D'accord. Et il y a la problématique de la devise aussi, parce que les différents pays ont des devises différentes. Comment se fait l'échange avec quelle devise? Est-ce qu'il y a une devise de transaction qui est utilisée sur la plateforme? On peut utiliser on peut payer en devise locale. Bah, aujourd'hui, la plateforme permet de payer en dirham et en francs CFA. Des ajustements sont en train d'être faits sur les prochaines versions pour pouvoir intégrer et l'euro et le dollar. D'accord. Quels sont du coup les enjeux techniques ou commerciaux de Logido aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe Tasmir aujourd'hui pour développer vraiment et faire déployer Logido? Quelles sont les problématiques techniques que vous rencontrez aujourd'hui? Bah, c'est beaucoup plus de l'éducation, hein. Aujourd'hui, on parle d'un secteur où les gens n'ont pas les mêmes maturités, n'ont pas les mêmes degrés de connaissances et n'ont pas les mêmes typologies d'utilisation. On parle d'un métier où tu peux avoir un client A qui a un 3310 et un client B qui a vraiment un SAP, vraiment un système d'information hors clé. Donc, c'est comment aujourd'hui vraiment arriver à un juste milieu et permettre à la plateforme d'être utilisée en mode USSD comme en mode API. Voilà, c'est vraiment ce Donc, challenge. intégrer la plateforme au système d'information de vos partenaires. Exactement. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un challenge de comment rendre les colis intelligents. Donc, on a vu beaucoup d'études et beaucoup de choses qui se font à comment tracer des moyens de transport, comment... Voilà, mais aujourd'hui, le challenge, tu peux avoir un camion avec 100 colis, mais les 100 colis n'ont pas la même destination. Donc, comment aujourd'hui rendre un colis intelligent de telle sorte qu'il peut sortir en point relais, être repris par un autre camion qui le redirige dans une autre région ou pays même. C'est vraiment comment assurer cette intelligence au niveau du colis et comment dépasser cette logique de tracking d'un camion ou d'un navire, mais vraiment pouvoir traquer le colis. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur des challenges comme ça. Et ce qui rend la chose de plus en plus excitante, c'est le fait qu'on soit en Afrique, voilà, voilà, que les obstacles ne sont pas les mêmes, mais justement, c'est comment utiliser les ressources disponibles justement pour arriver à nos fins. Très bien, très bien. Euh,
Justement, tu parlais de cet enjeu-là du suivi, du traçage ou du colis. Vous avez des pistes, vous travaillez sur des innovations là-dedans ou cherchez des partenaires technologiques pour résoudre ce problème? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes à fond hein, dans tout ce qui est recherche et développement sur des outils de traçage. Ça va à des infrastructures en hard, vraiment, qui soient positionnées sur des points dans chaque pays. Ça va à l'expérimentation, en tout cas, de pastilles qui puissent au moins capter des signaux GPS. Donc, on est vraiment dans tous ces points-là, mais in fine, c'est vraiment comment arriver à avoir voilà, cette chose qui est la taille d'une étiquette, mais qui peut être mis sur un colis et permettre de suivre le colis depuis son enlèvement jusqu'à la livraison du client. Très bien, très bien, très bien. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des métriques du coup de Logido qui sont très importantes, qui sont impressionnantes. Euh, tu, tu avais parlé du volume d'affaires. C'était quoi le volume d'affaires de Logido aujourd'hui? Volume d'affaires en termes de Le volume d'affaires, le volume de financier. transactions. Oui. Est-ce que c'est des métriques que vous D'accord. parlez? Bah, cette année, on est arrivé à 400 000 euros qui ont été générés entre principalement deux corridors, Casablanca-Dakar et Paris-Dakar. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous cherchez des investisseurs? Vous êtes sur une levée de fonds? J'imagine que vous cherchez des investisseurs parce que ça demande beaucoup d'investissement justement pour déployer votre marketplace et créer des corridors. Où est-ce que vous en êtes sur cette étape-là? Alors oui, effectivement, on est en pleine expansion aujourd'hui. Les investissements tournent beaucoup plus en termes de R&D. C'est comment arriver à innover beaucoup plus rapidement et apporter des solutions beaucoup plus factuelles, mais aussi des besoins par rapport à notre expansion sur la zone anglophone, sur la zone MENA et l'Interland. D'accord, mais du coup, vous cherchez des investisseurs, est-ce que vous avez déjà fait une levée de fonds en seed ou vous avez déjà bénéficié Pas encore. Pas encore. pas encore. On était vraiment en mode bootstrapping, c'était de générer des revenus qui nous permettent de continuer notre activité. On a fait le Sénégal comme ça, on est venu au Maroc comme ça. Et pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur scénario parce que ça montre au moins que notre produit marche, ce qui il crée au moins Et vous de avez la un valeur. revenu. Donc, Donc, voilà, il crée donc en au fait, moins. vous développez de manière organique, mais vous êtes ouvert aux investisseurs si jamais vous. Exactement. Bon, le but, c'était de démarrer comme ça, de lancer au moins, de nous permettre d'avoir tous les outils qu'il fallait. Et bien évidemment, après, de nous rapprocher d'investisseurs, mais de beaucoup plus de partenaires stratégiques avec qui on partage cette vision africaine pour pouvoir préparer une tour de table et puis avoir les moyens nécessaires autant pour continuer le développement et l'innovation, mais aussi notre expansion sous-régionale. Très bien, très bien. On va passer du coup à au dernier thème de l'interview. On va parler de manière générale de l'écosystème des startups au Maroc. Et moi, je voudrais te poser une question parce que tu connais très bien l'écosystème au Sénégal. Est-ce que tu peux nous donner une petite comparaison entre l'écosystème des startups au Maroc et celui des Sénégal? Est-ce que c'est proche? Est-ce qu'on a peut-être les mêmes incubateurs, les mêmes mécanismes? Mhm. Alors, une question très... bon, c'est vrai que je vis un peu les deux environnements. Bon, faut dire que moi, j'ai envie de dire... Alors, les- quels sont les avantages, les inconvénients de l'autre? Qu'est-ce que nous, on peut apprendre de l'écosystème sénégalais? Est-ce que le Sénégal peut apprendre du système ou l'écosystème des startups marocaines? Bon, je dirais que nous, startups
sénégalais, en tout cas, l'environnement sénégalais est beaucoup plus contraint parce qu'aujourd'hui, on a un énorme effort qui doit être fait et les startups sont quand même conscients que la plus grande partie du gap, en tout cas, devra être résorbée par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, le Maroc est à un niveau beaucoup plus avancé avec quand même des infrastructures beaucoup plus posées, avec un historique qui est quand même reluisant, ce qui n'est pas forcément notre cas dans les pays en voie de développement, comme on dit. Et ça nous met un challenge beaucoup plus important parce qu'on doit trouver des solutions et innovantes, mais aussi qui puissent compétir ou être devant des pays ou des entreprises beaucoup plus... Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des startups sénégalaises ou africaines qui rentrent directement en concurrence avec des multinationales parce qu'ils s'adressent justement à des secteurs où il n'y a pas vraiment en tout cas, cette disparité qui puisse dire qu'il y a un marché intermédiaire. Voilà, c'est vraiment un Donc, mix. ce que tu dis, c'est que certaines startups sénégalaises sont obligées de se lancer de manière globale dès le premier jour pour pouvoir exister et du coup concurrencer directement des multinationales parce que le marché sénégalais est petit et du coup, Et, et très petit. Et puis, vous savez, moi, je dis souvent, la notion de start-up en Afrique est différente. Aux start-up, les gens n'injectent pas de l'argent dans des idées. On n'en est pas encore là. Les gens injectent de l'argent dans des choses factuelles. Donc, ça demande à l'entrepreneur africain de faire 5 fois plus vite que les autres. Parce qu'il faut dépasser cette idée de oui, c'est simplement une idée. Il faut mettre en pratique, il faut être dans de l'action, il faut pouvoir montrer, en tout cas aux éventuels investisseurs intéressés, que ça a du sens. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays anglophones où les gens peuvent accrocher sur une idée parce que justement, voilà. Donc, la tâche est beaucoup plus compliquée. Euh, Maintenant, quand on parle de start-up, on parle d'agilité. Cette agilité aujourd'hui est beaucoup moins facile dans un pays comme le Maroc. Parce que justement, la Startup Act n'est pas encore quelque chose qui est posé. Donc aujourd'hui, une start-up n'est qu'une entreprise avant tout. Et donc, elle est régie par les mêmes règles et normes qu'une entreprise SARL ou SA. Donc finalement, c'est une entreprise. Donc cette notion start-up, elle ne reste que dans la tête. Parce qu'aux yeux de l'administration publique, bah, c'est une entreprise et elle doit se comporter comme une entreprise. ça, c'est Alors, sûr. Du point de vue juridique, ça reste une entreprise classique. Après, c'est dans le modèle et dans le marché qu'elle va chercher, dans la manière de se développer et dans le mindset des fondateurs aussi, que ça fait que c'est une start-up ou pas. Donc, ça c'est clair. mais à the end of the day, à la fin du mois, bah, c'est une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Qui doit rapporter C'est de l'argent. c'est une entreprise qui doit apporter de l'argent et qui a des comptes à rendre, autant aux actionnaires qu'au niveau du service public. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, quand même, au Sénégal, on est beaucoup plus allégé par rapport à certaines choses, justement, quand on est une start-up ou quand on est dans le domaine numérique, ou justement, quand on entend apporter une certaine transformation digitale à des secteurs structurants. Donc, c'est un peu ça, mais bon, le Maroc est un pays qui apprend vite, très très vite, et au vu en tout cas de toutes les choses qui sont en train d'être faites, le niveau des incubateurs qui sont là, le niveau d'accompagnement. Aujourd'hui, on a des incubateurs comme H7 voilà, qui apportent une certaine valeur ajoutée à l'écosystème. Euh, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui permettent en tout cas aux entrepreneurs de se prendre beaucoup plus au sérieux et d'avoir en tout cas l'oreille d'experts qui leur coûterait parfois très cher à justement solliciter. Très Donc, bien. pour moi aujourd'hui, de manière générale, on est très très loin derrière. Aujourd'hui, si on voit ne serait-ce que les niveaux de levée en Afrique, la partie anglophone et la partie francophone, bah, Sénégal, Maroc, l'Afrique francophone de manière générale est très très loin. Et On arrive. justement, à ton avis, c'est dû à quoi ce retard? Parce qu'effectivement, tu parles du dernier rapport de Partech
Mhm, qui a fait un classement des pays africains par levée de fonds. mhm, Et on voit que le Kenya, Nigeria ont fait des levées, je crois que c'est aux alentours de 600 millions pour le Kenya mhm, et quelque chose pareil pour le Nigeria, mhm, qui se développe beaucoup sur plein de domaines et sur les fintech. mhm. Et qu'on a l'Égypte qui est juste derrière, mais qu'on a le Maroc et le Sénégal. Le Maroc qui est huitième, avec, je crois, aux alentours de 30 millions de dollars levés sur toute l'année. Mhm. Euh, pour toi, c'est dû à quoi ce retard des pays francophones, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire? Écoute, la question qui fâche, moi, je dis souvent que c'est une question de mentalité. Aujourd'hui, le way of mind anglophone n'est pas le même que le francophone. Premièrement. Deuxièmement, c'est des pays où dès le bas âge, dès l'école, on leur inculque ce mindset entrepreneur, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus, c'est-à-dire tu te mets à faire un programme de 6 mois, de 1 an à un entrepreneur, alors que là où le gars, dans un système anglophone, il l'a depuis le bas âge. Donc, c'est un mindset, ce mindset gestion, rentabilité, il l'a dès le bas âge. Ensuite, tu as des facteurs démographiques qui sont là et qui parlent d'eux-mêmes. On n'a pas les mêmes tailles en termes de population. Je suis désolé, au Sénégal, on est quoi, 15, 20, 30 millions pour le Maroc. Au Nigeria, on te parle de 10 fois plus. Donc, les marchés sont beaucoup plus là. Et aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, les gens n'investissent pas forcément sur les startups, ils investissent sur des marchés. Donc, ils ont une population totale et ils savent que cette population aura besoin de consommer certains services. Après, Donc, on a des contre-exemples, hein. On a Israël, qui est un des modèles de start-up les plus développés, avec une petite population. On a l'Estonie, on a la Suède. Donc, mais les avec des ressources, contre-exemples, avec des ressources qui sont aujourd'hui déployées et une vraie stratégie, une politique orientée startup. exactement. Puis, Un pays comme l'Estonie, par exemple, se développe énormément. Je crois que l'Estonie, c'est même pas c'est 2 millions ou 4 millions tout à fait, d'habitants. tout à Donc, fait. c'est pas beaucoup. Euh, donc, effectivement, il y a la Mais ils taille sont du marché. orientés, Mais il y a un problème, c'est mais ils que… sont Oui, orientés. vas-y, je t'en prie. Je disais, mais ils sont orientés, c'est-à-dire au-delà de la population cible de l'entreprise, mais les produits et les solutions qu'ils apportent sont orientés vers des marchés beaucoup plus vastes. Donc, l'idée, et ça, beaucoup de gens le disent, c'est que comme les marchés, on a des marchés qui sont petits, il faut créer des boîtes qui sont, dès les premiers jours, orientées vers l'international. Il faut être orienté, moi je dis même pas à l'international, il faut être orienté à Afrique. Aujourd'hui, faut trouver des solutions africaines et apporter de vraies, en tout cas, de vraies réponses aux problématiques que nous vivons tous les jours en Afrique. Euh, et là, on peut atteindre un maximum de personnes. Je crois que tout ce qui est scalabilité et tout, aujourd'hui, c'est des choses que les gens savent faire. Mais avant tout, c'est avoir une solution qui soit orientée Afrique et non Maroc. Ousmane, est-ce qu'il y a des startups marocaines que tu suis de près au Maroc? Oui, énormément. J'ai envie de dire, il y a énormément de startups marocaines qui m'inspirent, hein. Dans la logistique déjà, on voit cet engouement et cette orientation poussée vers l'Afrique. On a Courteam, on a Cloudfreight, on a Freighterium, on a Azal. Il y a vraiment de belles choses qui sont en train d'être faites au Maroc sur la logistique et de manière générale, c'est des startups qui apportent des solutions en tout cas très simples et qui sont vitales, hein. Je pourrais en citer Job Win-Win, Oplat Mob. C'est vraiment en tout cas des gens que je vois aujourd'hui sur l'écosystème et pour moi, en tout cas, leur solution va au-delà du Maroc et c'est même des solutions que je me plais à dire aux cofondateurs d'attaquer l'Afrique, d'attaquer le Sénégal, parce que c'est vraiment des problématiques qui sont là, hein, et qui existent et qui devraient être solutionnées pour toute la population africaine. Très bien. Alors, si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer leurs idées ou leurs startups, quel serait ce conseil justement? C'est d'être résilient, c'est De ne d'être pas résilient. lâcher?
ouais, de ne pas lâcher. On peut avoir une excellente idée et ça ne marche pas parce qu'on ne l'a pas adressé de la bonne manière. Donc, c'est de s'armer de beaucoup de patience, d'être résilient, de savoir que l'échec fera partie de l'aventure. Et puis, pour moi, à force d'être résilient, d'être focus et d'être têtu, il faut être têtu. On y arrive forcément. Euh, on apprend de ses erreurs, on se relève. Il n'y a pas de moyen. Moi, je dis, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit j'ai échoué 100 fois. On entend toujours des j'ai commencé à échouer, mais à un moment, euh, à force Alors, de on peut échouer plusieurs fois, mais il suffit de réussir une seule fois, finalement. exactement, c'est Très bien. exactement ça. Et Et pour ça sera le moi, mot de la fin. mhm. Sir Ousmane Traoré, merci beaucoup pour cette interview. Merci, C'était merci un à vous. plaisir de te recevoir et plein de bonnes choses pour Logido dans le futur. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Ciao.